Le 7 juillet 2026, dans quelques semaines, la Cour d'appel de Paris rendra sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. Et cette décision pourrait faire basculer l'élection présidentielle française de 2027. Si la Cour confirme la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité, comme l'a décidé le tribunal en première instance en mars 2025, la femme qui est arrivée 2 fois au second tour de la présidentielle ne pourra pas se présenter. Et le RN devra s'en remettre à Jordan Bardella, 30 ans, comme candidate unique de la droite nationale. Si la Cour réduit ou annule la peine d'inéligibilité, Marine Le Pen revient dans la course. Et tout le jeu politique français est remis à zéro. Et pendant ce temps, le Rassemblement national recueille entre 34 et 38% des intentions de vote au premier tour. Des scores qu'aucun candidat n'avait atteints depuis François Mitterrand en 1988. Le reste du champ politique, gauche, droite, centre, se cherche encore un candidat capable d'aller au deuxième tour et de l'emporter. 60% des Français déclarent éprouver des difficultés financières. 91% se disent pessimistes sur la situation économique du pays. Et à moins d'1 an de l'élection, personne ne sait encore vraiment qui sera le prochain président de la République française. Je suis le professeur Alexandre Delmas, et dans cette vidéo, nous allons décrypter l'état réel de la présidentielle 2027, avec les faits, les sondages, les scénarios et les inconnus qui rendent cette élection la plus imprévisible depuis des décennies. Commençons par un état des lieux factuel, ce que les sondages disent et ce qu'ils ne disent pas. Tous les instituts convergent sur un point. Dans tous les sondages publiés entre mars et mai 2026, le RN recueille entre 34 et 38% des intentions de vote au premier tour. C'est le sondeur Frédéric Michaud, directeur d'Opinionway, qui le constate ouvertement. Ces niveaux sont inédits depuis Mitterrand. Mais derrière ce chiffre, une incertitude majeure. Qui sera le candidat du RN ? Marine Le Pen a été condamnée en mars 2025 à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires. Cette condamnation a été assortie de l'exécution provisoire, ce qui signifie qu'elle s'applique même pendant l'appel. Elle est donc en l'état actuel inéligible. Le 7 juillet 2026, la Cour d'appel rendra son verdict. 3 hypothèses. La Cour confirme la condamnation et Le Pen est écarté de 2027 avec Bardella comme candidat. La Cour réduit la peine sans exécution provisoire et Le Pen peut se présenter, ouvrant un duel interne au RN. La Cour acquitte ou annule la peine d'inéligibilité et Le Pen revient en pleine force avec une candidature quasi certaine. Jordan Bardella, 30 ans, président du RN depuis 2022, s'est imposé comme le meilleur candidat de son camp pour 2027, selon 97% des sympathisants RN dans les sondages. Il devance désormais Marine Le Pen elle-même dans les préférences des militants. Il monte sur scène sous les acclamations d'une salle comble. 30 ans, costumi sombri, cravate sobre. Il parle du pouvoir d'achat des Français ordinaires, de l'insécurité que les gouvernements successifs ont refusé d'affronter, de la France qu'on ne voit plus dans les médias. Son image est calculée. Ni le discours enflammé de Le Pen, ni la radicalité assumée de certains de ses militants. Une droite nationale présentable qui a tiré les leçons de ses échecs électoraux passés. Il est très fort en communication, très habile dans les débats télévisés, note un politologue. Mais il n'a jamais gouverné. Il n'a jamais géré une crise. La présidentielle sera sa première grande épreuve du feu. Le camp macroniste est dans une position inconfortable. Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. La Constitution l'interdit après 2 mandats consécutifs. Et son bilan, instabilité politique depuis la dissolution de juin 2024, déficit à 5,4% du PURB, cote de confiance à 20 à 25%, ne facilite pas la transmission. Plusieurs noms circulent. Édouard Philippe, Premier ministre de 2017 à 2020, Gabriel Attal, ancien Premier ministre 35 ans, Sébastien Lecornu, Premier ministre en exercice. Édouard Philippe consolide sa position de principal challenger du RN dans les sondages, autour de 15 à 17% au premier tour. Il a fondé son propre parti, Horizon, et construit patiemment sa stature nationale. Mais le défi du bloc central est structurel, sans candidat unique, les voix se dispersent. Et face à un RN à 36%, une gauche à 15 à 20% et une droite à 10 à 12%, le calcul arithmétique est brutal. Si personne ne dépasse le RN, personne ne peut le battre au second tour. Jean-Luc Mélenchon vient de déclarer sa candidature à la présidentielle 2027. Dans les sondages de mai 2026, il se situe autour de 16% au premier tour.
Mais 69% des Français se disent mécontents à l'idée de sa victoire. Et il est perçu comme un handicap pour une victoire de la gauche par 70% des personnes interrogées, y compris 55% des sympathisants de gauche. L'union de la gauche, NUPES puis Nouveau Front Populaire, a éclaté sur les questions stratégiques et programmatiques. Le PS, Raphaël Glucksmann, Europe Écologie Les Verts et LFI ne parviennent pas à s'accorder sur un candidat unique. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a annoncé sa candidature. Autour de 8 à 10% dans les sondages, il représente une droite républicaine qui tente de récupérer une partie de l'électorat tenté par le RN. Sa ligne sécuritaire dure l'expose à la fois à la comparaison avec le RN, sur sa droite, et au procès en dérive autoritaire, sur sa gauche. La présidentielle française a toujours été un spectacle de premier ordre, mais 2027 cumule un nombre exceptionnel de facteurs d'imprévisibilité. Jamais dans l'histoire de la Ve République, une décision de justice n'avait autant pesé sur le paysage présidentiel avant l'élection. La condamnation de Le Pen a sidéré une partie de l'électorat, y compris des gens qui ne votent pas RN, mais qui ont vu dans la peine d'inéligibilité une décision politique. L'autre partie y a vu la justice qui fait son travail. Quel que soit le verdict du 7 juillet, il sera contesté politiquement par une partie significative de la population. C'est une bombe à retardement dans le débat démocratique français. 20 minutes et le Figaro projette jusqu'à 17 candidats, voire davantage. Un record absolu sous la Ve République, dépassant le précédent record de 2002 avec 16 candidats. Cette fragmentation est directement liée à l'absence de Macron dans la course et à la désintégration du fait majoritaire depuis la dissolution de 2024. Un premier tour à 17 candidats est un premier tour imprévisible par définition. La qualification pour le second tour peut dépendre de quelques points de pourcentage. 60% des Français déclarent éprouver des difficultés financières au quotidien en avril 2026, selon le sondage Ipsos BACESI de mai 2026. 91% se disent pessimistes sur la situation économique du pays. 88% se disent pessimistes sur la situation économique mondiale. Ces chiffres de pessimisme massif sont le carburant naturel des votes de rupture, le vote pour des candidats qui proposent une alternative radicale à la gestion en place, quel que soit leur bord. Depuis la dissolution de juin 2024, la France a eu plusieurs premiers ministres successifs, Michel Barnier censuré, puis d'autres. L'Assemblée nationale fonctionne sans majorité absolue. Le gouvernement Lecornu survit grâce à un équilibre précaire entre opposition et soutien. Moody's a dégradé la perspective de la note française de stable à négative. Cette instabilité nourrit un sentiment de gouvernement impossible qui profite aux candidats qui promettent la rupture. Elle a voté Macron en 2017 et 2022. Elle travaille comme infirmière dans un hôpital public. En mai 2026, elle répond à un sondage. J'ai l'impression que le pays ne va nulle part. Les politiciens se battent entre eux pendant que nous, on fait des heures supplémentaires sans être payés, on voit nos patients attendre 10 heures aux urgences et on entend que la dette est à 117% du PIB. Tout ça pourquoi? Elle ne sait pas encore pour qui elle votera. Elle dit qu'elle ne peut pas voter RN, mais qu'elle n'en peut plus du macronisme. Elle représente des millions d'électeurs qui ont porté le centre au pouvoir 2 fois et qui cherchent maintenant autre chose, sans savoir encore quoi. Analytiquement, la présidentielle 2027 peut déboucher sur 4 scénarios distincts selon l'issue du 7 juillet et la configuration du second tour. Si la Cour d'appel confirme l'inéligibilité de Le Pen, Bardella est le candidat naturel du RN. Face à lui, le second tour dépend de qui qualifie, Édouard Philippe, Mélenchon ou un candidat de droite républicaine. Un Bardella-Philippe au second tour serait le duel le plus serré imaginable. Les sondages actuels donnent Philippe vainqueur, mais avec une marge réduite et une forte abstention potentielle de l'électorat de gauche qui peinerait à voter pour un macroniste contre le RN. Le retour de Le Pen rebat entièrement les cartes. Elle est plus expérimentée que Bardella, plus connue, et dispose d'une base militante plus ancienne. Mais elle porte également le poids de 3 échecs au second tour, et sa condamnation en première instance, même infirmée en appel, restera dans le débat. Un Le Pen-Philippe, au second tour, aurait une dynamique différente d'un Bardella-Philippe. L'électorat de gauche se mobiliserait probablement davantage contre Le Pen que contre Bardella. En 2002, personne n'avait prévu que Jean-Marie Le Pen se qualifierait au second tour devant Lionel Jospin. En 2017, personne n'avait prévu une telle montée de Macron en quelques mois.
2027, avec 17 candidats potentiels et un électorat massément pessimiste, est le terrain idéal pour une surprise. Qui pourrait être cette surprise? Difficile à dire par définition. Mais les candidats à fort potentiel de vote inattendu sont ceux qui combinent crédibilité et rejet de l'establishment, un candidat émergent de la gauche, Glucksmann, ou de la droite, quelqu'un qui n'est pas encore entré dans la course, le scénario qui donne des sueurs froides au bloc central selon France Info, un second tour Bardella ou Le Pen contre Mélenchon. Dans ce cas, les électeurs du centre, de la droite républicaine et de la gauche modérée se retrouvent face à un choix qu'ils ne veulent pas faire. L'abstention pourrait atteindre des niveaux records, et le résultat devient imprévisible. Au-delà du jeu politique immédiat, la présidentielle 2027 révèle des dynamiques profondes qui dépassent largement les candidatures et les sondages. C'est le chiffre du baromètre Cevipof 2025 cité par le Sénat. 26% de confiance dans la politique, contre 47% en Allemagne et 39% en Italie. La défiance envers le gouvernement atteint 77%. Ce niveau de défiance n'est pas juste un indicateur d'humeur. C'est un indicateur de fragilité démocratique. Quand les citoyens ne font plus confiance aux institutions pour résoudre leurs problèmes, ils cherchent des solutions hors des institutions. Candidats anti-système, abstention, radicalisation. Les données du Sénat sont saisissantes. Parmi les économies du G7, la France est la seule à n'avoir pas réduit son ratio d'endettement entre 2021 et 2024, les années de reprise post-Covid. Toutes les autres l'ont fait. La France, non. La charge de la dette passe de 58 milliards d'euros en 2024 à 74 milliards en 2026. C'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale, dépensé chaque année, non pas pour des services publics, mais pour rembourser des intérêts. Cette trajectoire n'est pas catastrophique à court terme. Les marchés financiers continuent de prêter à la France à des taux raisonnables. Mais elle est préoccupante à moyen terme et elle contraint chaque gouvernement. Moins d'argent pour les services publics, les investissements, les transitions nécessaires. Les 60% de Français en difficulté financière ne sont pas répartis uniformément sur le territoire. Les zones périurbaines, les petites villes, les régions désindustrialisées concentrent une proportion plus élevée de ménages en difficulté. Et c'est précisément dans ces territoires que le RN réalise ses meilleurs scores. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une corrélation documentée depuis des années par les politologues. Le vote RN est fortement corrélé au sentiment de déclassement économique et de relégation géographique. Toute stratégie politique qui ignore cette réalité sociale et qui répond au vote RN uniquement par des arguments juridiques ou moraux est condamnée à l'échec électoral. Il est méthodique, précis. Il évite les formules chocs. En mai 2026, il développe son programme « Réforme de l'État, discipline budgétaire, renouveau européen ». « Je veux une France qui soit à l'heure de son époque », dit-il. Pas une France qui regarde en arrière, pas une France qui se fantasme révolutionnaire. Une France qui travaille, qui investit, qui assume ses responsabilités. Dans les sondages, il est le seul candidat du bloc central qui inquiète réellement le RN. Mais il doit d'abord gagner la primaire implicite du camp central, sans qu'il y en ait une formellement organisée, et il doit convaincre une gauche méfiante à son égard qu'il vaut mieux que Bardella ou Le Pen au second tour. C'est le défi arithmétique de 2027. Et personne n'a encore trouvé la formule. La présidentielle française de 2027 n'est pas seulement une affaire intérieure. C'est un événement européen et international de premier ordre. La France est la deuxième économie de la zone euro, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, puissance nucléaire, premier pays de l'UE par la taille du territoire et co-architecte de la construction européenne depuis 1957. Qui gouverne la France détermine en partie la direction de l'Europe. Un gouvernement RN en France poserait des questions fondamentales sur la relation franco-allemande, fondement de l'UE, sur le soutien à l'Ukraine, sur la politique migratoire européenne, sur les relations avec la Russie. Un gouvernement de gauche radicale poserait des questions sur la politique budgétaire, rupture avec le pacte de stabilité, sur les traités de libre-échange, sur la souveraineté économique. Un gouvernement de centre-droite continuerait dans la ligne macroniste. Mais avec quelle capacité à réformer un pays aussi fragmenté politiquement? Le prochain président héritera d'une dette à 117% du PAMB.
d'une assemblée fragmentée, d'une fonction publique en tension, d'un système de retraite toujours contesté, d'une armée engagée au Liban et au Sahel et d'une opinion publique massivement pessimiste. Les décisions qui seront prises dans les premiers mois du prochain quinquennat, sur le budget, sur les services publics, sur la politique étrangère, vous toucheront directement dans votre quotidien. Voilà où en est la France à moins d'un an de la présidentielle 2027. Un RN dominant dans les sondages comme il ne l'a jamais été, un bloc central à la recherche d'un sauveur, une gauche divisée et son candidat déclaré largement rejeté, une droite républicaine qui cherche son espace, et une décision de justice le 7 juillet, qui peut tout remettre en question. Ce qui est certain, cette élection sera différente de toutes les précédentes, pas seulement parce que Macron ne peut pas se représenter, mais parce que le pays qu'il laisse derrière lui, économiquement fragilisé, politiquement fragmenté, socialement fracturé, n'est plus le même qu'en 2017. La démocratie française est robuste, elle a traversé des crises majeures depuis 1958. Mais une démocratie n'est robuste que si elle produit des réponses crédibles aux problèmes réels de ses citoyens. En 2027, la question centrale n'est pas qui sera élu, c'est qui sera capable de gouverner réellement ce pays. Je suis le professeur Alexandre Delmas. Dites-moi en commentaire, selon vous, quel est le scénario le plus probable pour le second tour de 2027 ? Et pensez-vous que la décision du 7 juillet sur l'inéligibilité de Le Pen changera fondamentalement la donne ? À très bientôt